Est-ce qu'on peut peut-être vous donner la parole, Pierre Laurin, sur d'autres sujets, et peut-être sur la Crimée ou... Pour en revenir à des problèmes un peu plus franco-russes, parce que la Crimée s'inscrit dans une, comment dirais-je, dans un affreux conflit qui a touché la France et la Russie en 1854, c'est pas jeune. Mais nous avons fait la guerre à la Russie en Crimée. Et d'ailleurs, nous avons de nombreuses rues à Paris qui rappellent les moments héroïques de cette campagne. Nous étions alliés à la Grande-Bretagne et à la Turquie, et l'affaire, c'était le contrôle des détroits. Mais à l'époque, les relations entre la France et la Russie n'étaient pas encore sanctifiées d'une certaine manière par la fameuse alliance franco-russe qui a donné la triple entente avec la Grande-Bretagne qui est entrée dans l'alliance et qui a permis, au moment de la Première Guerre mondiale, de répondre aux forces autrichiennes et allemandes. Et surtout, il y a un événement dramatique qui est assez significatif des relations entre la France et la Russie, c'est qu'au moment de l'offensive allemande sur la France, au moment où Paris était menacé, la Russie a lancé en Prusse orientale, contre l'Allemagne, la fine fleur de son armée, alors qu'elle n'était pas prête, elle n'était pas du tout prête à combattre. Et c'est dans les marais de Tannenberg, en Prusse orientale, qu'a été sauvé Paris. La bataille de la Marne, dont on se glorifie grâce à nos taxis, a été gagnée parce que les Allemands ont été obligés de retirer 2 corps d'armée pour les envoyer en toute urgence en Prusse orientale pour riposter à cette attaque surprise russe qui, je le répète, nous a sauvés. Alors, si l'on regarde l'histoire, il y a beaucoup de choses qui sont très surprenantes dans l'histoire récente. En 1974, la Turquie envahit le nord de Chypre pour défendre ses intérêts et les populations turcophones de Chypre. Il n'y a pas eu de sanctions. Il y a eu une petite levée de boucliers, mais qui n'a pas empêché que les négociations entre l'Union européenne, à l'époque c'était la Communauté européenne, et la Turquie, sur une éventuelle adhésion de la Turquie à notre ensemble, ont continué, elles ont prospéré. Et si là, elles marquent le pas, ce n'est pas la faute réellement de l'Union européenne, qui est toujours prenante de la Turquie, c'est plutôt les Turcs qui ne veulent plus réellement rentrer chez nous. Autre chose, en 1989, un président apparaît à la télévision et dit « C'est intolérable ce qui se passe dans tel pays, nos nationaux sont menacés, nos intérêts sont menacés, par conséquent, nous avons le droit légitime de nous défendre. » Et c'est comme ça que le président George Bush père a envahi le Panama. En même temps, le dictateur du Panama, qui s'appelait Noriega, était un trafiquant de drogue notoire, donc ça pouvait passer, disons, d'un point de vue moral. Mais du point de vue du droit international, c'est la défense des intérêts légitimes des États-Unis sur Panama qui ont joué. Plus près de nous, voilà un petit État, plutôt une petite province d'un État européen qui appartenait à cet État depuis très longtemps, depuis l'aube des temps, depuis le XIIIe et XIVe siècle, qui était même le berceau national de cet État, qui décide que, parce qu'il y a une population qui est une
population d'importation, qui n'est pas la population native de cette région en question, eh bien, elle doit avoir une large autonomie, voire même une indépendance. Et des États européens et les États-Unis, qui considèrent qu'effectivement il faut défendre les droits des Kosovars face aux méchants Serbes, eh bien, unilatéralement, sans la sanction des Nations Unies et sans aucune sanction, ils décrètent que bien, le Kosovo doit être indépendant. Il n'y a pas de référendum populaire. Il y a un Parlement qui n'a même pas été élu d'une manière démocratique, qui prend la décision de proclamer unilatéralement son indépendance. Et nous reconnaissons l'indépendance. Enfin, pas nous, tous. Je parle nous de l'Union européenne, parce qu'il y a des pays de l'Union européenne qui ont été un peu réticents tout de même, en particulier l'Espagne, qui n'a toujours pas reconnu le Kosovo, la Grèce, d'autres pays, mais la France l'a reconnu, comme les États-Unis, comme la Grande-Bretagne, comme l'Allemagne. Et ça n'a posé de problème à personne. Les Kosovars étaient majoritaires. Bon. Ceci m'amène évidemment à la Crimée. Le problème de la Crimée est un problème qui est un peu du même ordre que ceux que je viens d'évoquer. Le problème de la Crimée, c'est que c'est une province russe depuis Catherine II. Avant, c'était un khanat tatar. Mais avant cela, c'était une partie de la Rousse de Kiev. Avant cela, c'était une partie d'un royaume qui était le royaume ostrogoth. Avant cela, c'était romain. D'ailleurs, la Crimée était chrétienne bien avant le reste de la Russie, puisqu'elle faisait partie de l'Empire romain, dont la religion officielle était le christianisme depuis le IVe siècle. Donc, les Tatars n'ont pas plus de droits que les autres, et certainement peut-être moins de droits que les Russes, tout simplement parce que la population tatare a beaucoup diminué et que celle de la Russie a beaucoup augmenté. Et lorsque vous discutez avec des gens des Russes de Crimée, ils ne vous disent pas « je suis criméen », ils vous disent « je suis russe ». La langue russe a une particularité, c'est qu'il y a le mot « ruski », l'adjectif « ruski » pour le russe ethnique, et « rassiski », c'est-à-dire « russien » pour ce qui concerne la fédération. Mais en Crimée, ils sont « ruski ». Le point de vue géopolitique, il se trouve que traditionnellement en Crimée, qui a été cédée en cadeau par Khrouchtchev en 1954 à l'Ukraine, à l'époque ce n'était pas très important, hein. L'Ukraine était gérée par Moscou dans le cadre d'un État qui en fait était pratiquement un État unitaire, même s'il n'avait pas ce nom-là. Donc, céder la Crimée, aucun problème. Pourquoi? Les citoyens de Crimée, ils avaient leur passeport soviétique, leur passeport extérieur, leur papier d'identité, le passeport intérieur soviétique, et à l'intérieur, leur nationalité n'était pas ni ukrainienne, ni criméenne, ni quoi que ce soit, leur nationalité était russe, du moins pour la plupart. Pour les Tatars, la nationalité était tatar, etc. Simplement, lorsque l'Ukraine est devenue indépendante, eh bien, elle a aboli les papiers soviétiques, évidemment. Et ce qui fait que l'essentiel de la population qui se sentait russe s'est retrouvée avec des passeports ukrainiens qu'elle n'avait jamais demandés. À l'intérieur de la Crimée, il y a une base navale à Sébastopol. Il faut distinguer Sébastopol et le reste de la Crimée parce que ce sont des entités juridiques différentes. Mais à Sébastopol, il y avait une base navale traditionnelle de la flotte de la mer Noire. Il y avait un bail que les Ukrainiens cherchaient à réduire depuis très longtemps. Lorsque Yanukovych est arrivé au pouvoir en 2010, il a prorogé le bail de la base navale de Sébastopol
jusqu'en 2047, ça n'a pas plu à certains qui voyaient très bien les flottes de l'OTAN ancrées à Sébastopol. Ce n'était pas du tout, évidemment, l'intérêt de la Russie. Parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué de ce que je vous dis, mais tous les pays du monde ont des intérêts. Tous les pays du monde ont des intérêts à défendre. Les Turcs à Chypre, les Américains au Panama, les Chinois en mer de Chine méridionale. Ils coulent des bateaux vietnamiens, on leur dit rien. Ah non, il n'y a pas de... Vous avez entendu parler? Un entrefilet comme ça. Mais quel scandale! Vous imaginez si la Russie avait coulé des bateaux en mer Noire? C'est-à-dire, on voit le deux poids, deux mesures. Après la révolte du Maïdan en 2014, il était très clair que la base navale de Sébastopol risquait de tomber sous le contrôle de l'OTAN. Et ça, je crois que c'était un élément supplémentaire, c'est-à-dire que ce que disait George Bush sur Panama, la défense des intérêts des nationaux sur place, plus la défense des intérêts vitaux du pays, entrait en jeu, et que dès lors, le rattachement de la Crimée à la Russie était une option qui pouvait se comprendre du point de vue de la défense des intérêts de la Russie. Or, contrairement aux autres précédents dont je vous ai parlé, l'Union européenne comme les États-Unis n'ont pas considéré qu'il y avait une sorte de légitimité qui pouvait autoriser cela, même si ça se discutait. Parce que la véritable démarche logique aurait été de prendre acte et d'organiser, comme la Russie l'a fait, un référendum populaire avec la participation d'observateurs des autres pays. Mais non, on est parti du principe que, par définition, ça ne pouvait pas, on pouvait donner l'indépendance au Kosovo, mais la Crimée ne pouvait pas être rattachée à la Russie. C'était un présupposé diplomatique, et dès lors, on se retrouve devant une crise dont on ne voit pas tellement l'issue. Nous, en Occident. Excusez-moi de dire « nous » et de dépasser le cadre français, mais nous sommes embringués dans une alliance militaire, une alliance politique, qui fait que nous ne sommes plus libres. Et c'est ça le problème. Si nous étions libres, peut-être que nous pourrions faire les choses différemment. Je voulais juste compléter un peu sur la Crimée. Il faut savoir que le rattachement de la Crimée à l'Ukraine en 1954 est contestable du point de vue du droit soviétique, de la Constitution de 1933 et de l'article 18, qui suppose que pour qu'il y ait un transfert de territoire, le Parti communiste donc de Crimée, le Parti communiste, en fait les États de Crimée et de la République socialiste fédérative de Russie devaient être d'accord. Or, à ma connaissance, il n'y a pas eu de référendum. Khrouchtchev s'est contenté de chasser le président du Parti communiste de Crimée qui n'était pas d'accord et a fait adopter par la force la décision. Donc déjà, du point de vue du droit soviétique, c'est contestable. Ensuite, il a rattaché la Crimée sans Sébastopol. Sébastopol est resté une partie Pierre l'a dit tout à fait justement, d'une partie de la République socialiste fédérative de Russie jusqu'en 91, où l'Ukraine a annexé Sébastopol. Donc c'est la situation inverse. Ensuite, le processus qui provoque la dissolution de l'Union soviétique. En gros, ça veut dire que tous les peuples qui veulent reprendre leur liberté peuvent le faire. Donc le principe qui a fait que l'Ukraine a pu devenir indépendante aurait dû faire sans problème que les Criméens peuvent prendre leur indépendance et après se rattacher à la Russie comme ils le voulaient. Et ça leur a été interdit. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, les Criméens se sont tournés vers la Russie et malheureusement, c'était pas Poutine ni Lavrov, c'était Yeltsin et Kozyrev, donc qui étaient beaucoup moins, on va dire, préoccupés par l'intérêt de la Russie. Et ça, c'est une chose.
Donc ensuite, généralement, les détracteurs de la Russie invoquent le mémorandum de Budapest en 94. Le mémorandum de Budapest en 94 dit que les pays qui le signent s'engagent à protéger l'intégralité territoriale de l'Ukraine en échange de son abandon des armes nucléaires. Mais les territoires ne sont pas précisés. Vous pouvez aller voir le texte du traité, c'est assez court d'ailleurs, du protocole en 94. Et si jamais la Crimée avait été... Parce que l'affaire était toujours en litige entre l'Ukraine et la Crimée, entre l'Ukraine et la Russie. Et d'ailleurs, si jamais la Crimée avait été mise dans le territoire de l'Ukraine, la Russie n'aurait jamais signé. Et c'est d'autant moins un accord définitif qu'en 97, il y a un nouvel accord, qui est un traité d'amitié qui est signé pour essayer de trouver une solution médiane entre la Russie et l'Ukraine par rapport à la Crimée. Je vous dis tout ça pourquoi ? Parce que les détracteurs de la Russie systématiquement disent oui, la Russie a enfreint le droit international, etc., etc. Et vous voyez que sans même abonder entièrement du côté de mes arguments, c'est largement contestable et pas du tout aussi radical qu'on peut l'imaginer. Et enfin, toujours pour rebondir sur ce qu'a dit Pierre, dans la mesure où la résolution 1244 des Nations Unies considère que le Kosovo fait partie de la Serbie, messieurs Juppé, Le Maire, Fabius, tous les jours que Dieu fait, s'assoient sur le droit international. Donc ils n'ont de leçon à donner à personne, surtout pas à la Russie. Effectivement, l'accord de 94 sur l'intégrité, la reconnaissance de l'intégrité de l'Ukraine est tombé au moment où la Crimée et l'Ukraine avaient un accord, qui était un accord d'État à État. C'est-à-dire que la Crimée était considérée comme un État à l'intérieur de l'Ukraine. Et dès que l'accord de 1994 a été signé, le gouvernement de Kiev s'est empressé d'abolir l'accord d'État à État et d'abolir l'autonomie de la Crimée, qui était jusque-là autonome et qui s'autogouvernait. Et à partir donc de l'accord de 1994, la Crimée a été assimilée, non pas à un État à l'intérieur de l'Ukraine, mais à une province ukrainienne. Permettez-moi encore de dire une chose. Ce qui, je crois, le plus important sur la Crimée, parce que mes collègues peut-être ont omis ça ou oublié de le citer. Première chose, que la Crimée est revenue au sein de la Russie par la volonté de son peuple. On a évoqué ici les problèmes du droit international. Mais il faut parler du droit du peuple à se déterminer. Ça, il ne faut pas oublier. Comment ça s'est passé? Après Maïdan et après le putsch de Kiev, le peuple de Crimée était très inquiet de son avenir. Et il faut dire que c'est le Parlement criméen qui a voté presque unanimement à faire un référendum sur la détermination de l'avenir de la Crimée. Ce Parlement de Crimée, on ne peut pas dire qu'il était illégal parce qu'il était le seul Parlement qui existait sur le territoire ukrainien à l'époque. Le Parlement de Kiev était dissous, tandis que le Parlement de Crimée, il existait après la dissolution du grand Parlement de la Rada à Kiev. Alors ces gens-là ont été élus tout à fait de manière légale. Ils avaient le droit de faire voter un référendum. Et cela veut dire que la Russie n'y était pour rien. C'était la décision souveraine du peuple de la Crimée d'annoncer le référendum. En plus, lorsque le référendum, le grand référendum a eu lieu, quand le peuple de Crimée a voté pour demander à la Russie d'accueillir la Crimée en son sein, c'était exactement voté à plus de 90%. Mais imaginez bien comment la Russie aurait pu organiser un vote pareil. C'est impensable.
Même si on fait quelques trucages, mais écoutez, mais l'expérience des combines politiques nous montre, bon, on peut 5, 6, 10, 15%, mais pas plus. C'est impensable. Mais ici, c'était une vote plutôt à l'unanimité. Et n'oubliez pas qu'après cela, seulement, que le Parlement de la Crimée s'est adressé au Parlement russe d'accueillir la Crimée. Et après, alors le Parlement russe a voté et l'a accueilli. Alors c'est un processus tout à fait légal qui a pris en compte la volonté du peuple de Crimée. Et parler de l'annexion dans ce cas, c'est impensable, je crois. Merci Alexis Dugrand.